de la musique se poursuit en Côte d'Ivoire, célébration marquée dans le pays par l'annonce cette année d'une pension pour les anciennes gloires de la musique ivoirienne. L'apothéose, c'est pour ce soir à Grand Bassam. Plus de 20% d'enseignants surendettés auprès des usuriers, un danger pour le système éducatif. La démos monte au créneau et puis hors de chez nous, en Mauritanie, faible participation à la présidentielle d'hier samedi. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Célébration hier 21 juin de la journée de la fête de la musique en Côte d'Ivoire, une célébration marquée entre autres par l'annonce d'une pension mensuelle de 300 000 francs CFA aux anciennes gloires ivoiriennes, bouffée d'oxygène pour ces derniers. Les échos de cette 21e édition dans nos prochaines éditions. Exposition photos et témoignages à la rotonde des arts contemporains au plateau. L'ASCAD rend hommage au professeur Yaya Savané, membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Le professeur Yaya Savané, historien anthropologue, est né en 1950. Il est décédé le 25 avril dernier. Konaté Moussa, Serge Koléa. Le professeur Yaya Savané était un historien, anthropologue et muséologue, homme attaché aux valeurs artistiques et culturelles. Décédé le 26 avril dernier en France, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, rend hommage à ce conservateur des arts contemporains. Pour nous, bien que mort, Yaya reste un immortel. Et donc nous le garderons toujours en souvenir. Et il ne sera jamais oublié dans la grande famille des immortels. Il a formé d'autres jeunes gens qui pourront, je l'espère, essayer de combler le vide qu'il laisse, n'est-ce pas, dans le domaine de l'art, dans le domaine de la muséologie. Témoignages, expositions photos, piquets de deuil, les membres de la société savante ont exprimé leur reconnaissance à Yaya Savané. Il a été en quelque sorte le coach de cet artiste qu'on appelle Frédéric Brully-Boisbré. C'était un homme d'engagement et un homme d'une droiture extrême. La droiture morale dont il était en quelque sorte l'incarnation doit nous inspirer autant que son professionnalisme. Né à Daloa en 1950, le professeur Yaya Savané a occupé plusieurs fonctions au ministère de la Culture, notamment conservateur en chef du Musée national de Côte d'Ivoire. Il a été membre de l'ASCAD jusqu'à son décès. Nous abordons à présent ce sujet qui fâche, la situation de ces enseignants à la solde des usuriers appelés communément magouillards. En Côte d'Ivoire, ils sont estimés à environ 23 400, ces enseignants qui ne peuvent donc plus jouir de leur salaire puisque harcelés par ces usuriers. La DEMOS, la direction de la mutualité des œuvres sociales et scolaires, a tout simplement décidé de lutter contre ce phénomène. Doigt de laser. Depuis 2006, selon la direction de la mutualité des œuvres sociales et scolaires, DEMOS, plus de 25% du personnel de l'éducation nationale et de l'enseignement technique vivait surendetté. Le salaire souvent confisqué par les magouillards, un système de prêts illicites initié par les opérateurs économiques ou des commerçants qui rôdent autour des entreprises bancaires. En 2014, le taux s'accroît. 30% des enseignants du système éducatif vivent difficilement et même sans salaire à cause des magouillards. D'où le renforcement des capacités des coordonnateurs de la DEMOS pour faire face à ce fléau qui mine le secteur éducatif ivoirien. Cette formation, elle était très attendue parce qu'elle va permettre à nos collaborateurs à être outillés en éducation financière pour une meilleure gestion de leur propre budget familial et au-delà pour une meilleure prise en charge des personnels surendettés. Une rencontre qui vient à point nommé selon les participants. Le niveau de vie devient de plus en plus cher et une mauvaise gestion des ressources financières et particulièrement du salaire entraîne un surendettement, et ce qui a un impact négatif sur les prestations et les performances du personnel au niveau de l'enseignement. Cet atelier de renforcement des capacités des coordonnateurs, nous pensons que c'est une activité qui vient à point nommé. 23 400 agents sur les 94 641 que compte le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique souffrent de surendettement. Une situation alarmante qui met en péril l'éducation des 4 millions d'élèves du primaire et du secondaire sur l'étendue du territoire national.
Paix et réconciliation nationale pour un développement durable en Côte d'Ivoire. Sujet au centre des débats au sein de l'Alliance des jeunes pour la paix. Des jeunes qui souhaitent jouer leur rôle dans la recherche de la paix en Côte d'Ivoire. On en parle avec Charles Tatou. La contribution des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et la prévention des violences intercommunautaires. Ce thème a permis un face-à-face leader de jeunesse des partis politiques et d'associations de jeunesse communales avec les élus locaux. Pour le président de l'Alliance des jeunes pour la paix, initiateur de la rencontre, ce débat vise à interpeller les élus locaux de la région de Gbeke au sujet de leur plan d'action de développement et d'emploi de jeunes. Ce que nous constatons à Boaké, nous savons que sur 10 jeunes, il y a 9 qui sont au chômage. Et quel est le rôle de ces élus-là? Et qui viennent nous expliquer qu'ils n'attendent pas les 5 ans pour nous dire que l'État n'a pas mis des moyens à leur disposition. C'est le moment de venir nous expliquer pour qu'ensemble, nous voyons quels sont les moyens qu'ils ont pour que ces jeunes puissent véritablement avoir de quoi faire. Les jeunes, eux, ne veulent plus être des porteurs de chaises et de bâches à qui les politiques offrent des t-shirts et les oublient jusqu'aux échéances électorales. Nous demandons tout simplement au pouvoir public, aux autorités, de créer le cadre adéquat. Ce cadre-là qui est des tests imposant aux collectivités locales, évidemment, l'implication des jeunes à travers des quotas, de sorte que ceux-là soient obligés de prendre les jeunes, évidemment, avec eux. Pour la seule ville de Boaké, on peut compter près de 10 entreprises. Ces entreprises-là démarrent, le problème du chômage va diminuer à Boaké. Et si le problème du chômage diminue, en ce moment, les problèmes de violence intercommunautaire, de violence politique vont aussi diminuer. Un débat à bâton rompu est très enrichissant pour les facilitateurs. Il faut peut-être penser que cette démarche incite à réfléchir vers la mise en route peut-être d'une démocratie qui soit une démocratie participative. Parce qu'on ne peut pas non plus faire la démocratie autrement que de faire participer tous les contours, tous les composants de la communauté, de la société. Des diplômes d'honneur ont été remis à certains participants. À présent, des échos du Festival du cinéma africain de Kouroubiga au Maroc. Démarré le 14 juin dernier, l'événement qui a vu la participation de plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire, invité d'honneur, a pris fin hier. Le compte-rendu de Laetitia Manglé. Soto Voce ou encore Sous la voix. Ce film du réalisateur marocain Kamal Kamal est le vainqueur du Grand Prix Samben Ousmane. L'originalité et la maîtrise des thèmes abordés, puis la rigueur des scénarios. Autant de qualités qui lui ont valu la plus haute distinction lors de la 17e édition du cinéma africain de Kouroubiga. C'est un prix qui m'honore, surtout qu'il porte le nom d'un grand cinéaste africain. Je suis heureux pour mes comédiens, pour les techniciens, pour mes coproducteurs, pour tous les gens qui ont aimé ce film. Je suis heureux d'avoir réussi cette composition. Outre le Grand Prix Samben Ousmane, d'autres prix ont également été décernés à plusieurs acteurs et réalisateurs des 14 films africains en compétition. Françoise Elong, d'origine camerounaise, est la plus jeune réalisatrice du festival. Elle s'en sort avec le prix spécial du jury. J'ai fait un premier film qui s'appelle Waka, qui vient de recevoir le prix spécial du jury. Et je suis juste ravie qu'ils aient pu reconnaître l'acharnement que j'ai eu à faire ce film. 14 films de 13 pays africains à départager. C'est le difficile exercice auquel étaient confrontés 7 jours durant les membres du jury avec à leur tête Timité Bassori, cinéaste ivoirien. Nous avons eu du mal à choisir parce qu'il y avait beaucoup de films de valeur internationale, mais il fallait choisir. Et nous avons choisi ceux qui nous ont semblé vraiment être les meilleurs. Clap final donc pour la 17e édition du Festival du cinéma africain de Kouroubiga qui a refermé ses portes ce samedi 21 juin avec comme pays invité d'honneur la Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, faible mobilisation autour de la présidentielle hier en Mauritanie, élection boycottée par l'opposition. Le taux de participation est estimé à environ 37%. 1,3 million d'électeurs étaient attendus donc aux urnes hier pour départager les 5 candidats en lice, 5 candidats dont le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz. 1 300 000 électeurs mauritaniens étaient appelés aux urnes ce samedi pour élire leur président de la République. Ils devaient exercer leur choix parmi 5 candidats, dont une femme, Moulay Idriss, deuxième femme à briguer la magistrature suprême dans l'histoire de la Mauritanie. Grandissime favori du scrutin, le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz. Âgé de 57 ans, cet ex-général est arrivé au pouvoir en 2008 par un coup d'État. Un an plus tard, il a été élu pour un mandat de 5 ans.
Boycotté par les principaux leaders de l'opposition, le scrutin se déroulerait dans le calme. Le scrutin présidentiel, en tout cas le premier tour, se déroule dans la paix, en toute sécurité. Nous constatons qu'il y a des citoyennes mauritaniens et des citoyens qui viennent en toute indépendance exprimer leur choix. Pour beaucoup de Mauritaniens, le véritable enjeu de ce scrutin réside dans le taux de participation. À la mi-journée, ce n'était pas la grande affluence dans les bureaux de vote de la capitale. Les autorités rwandaises et congolaises se rejettent la faute après l'exécution de 5 soldats congolais à la frontière rwandaise il y a de cela une semaine, alors que la tension est toujours vive à la dite frontière. La ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, dément l'accusation d'exécution des 5 soldats congolais par l'armée rwandaise à la frontière la semaine dernière. Interrogée hier à ce propos lors d'une conférence de presse, la ministre, ignorant les détails sur les circonstances de leur mort, a affirmé que ce sont les soldats congolais qui ont provoqué l'incident. Il y a eu des échanges de tirs parce qu'ils ne voulaient pas retraverser la frontière pour retourner en RDC. On attend toujours le rapport de la commission conjointe, de la commission élargie de vérification. Moi, je n'ai pas de rapport de la commission, donc je n'ai aucun détail. Pour rappel des faits, il y a une semaine, après de violents affrontements qui ont éclaté à la frontière du Rwanda entre les armées rwandaises et congolaises, 5 soldats de la RD Congo sont morts. Les corps retrouvés dans la savane de Kanié-Cheza ont été rapatriés à Goma sur les terres congolaises. Ils présentaient, selon plusieurs sources, des blessures par balle à la tête. Des faits qui ont déclenché un tollé diplomatique entre les deux pays. Le ministre porte-parole de Kinshasa a accusé Kigali de vouloir déstabiliser la région depuis le lancement de l'opération de désarmement des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Ils ont abattu le caporal Baïtilo en public et se sont arrangés pour que les soldats congolais voient cela. Donc provocation sur provocation, ce n'est pas une bavure, c'est quelque chose d'intelligent, de pensé et nous voulons vraiment que ça s'arrête. Pour l'heure, la commission d'enquête n'a pas encore rendu ses résultats. La tension, elle, à la frontière est toujours vive entre les deux camps. En Ukraine, les armes refusent de se taire malgré le cessez-le-feu décrété par le président Poroshenko. Les combats entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes continuent dans l'est du pays, près de Donetsk et de Slaviansk. De part et d'autre, on se rejette la faute, on s'accuse de ne pas respecter donc la consigne. Le président russe, Vladimir Poutine, lui, appelle tout simplement à un dialogue entre les deux parties. Il n'arrête pas pour autant de renforcer ses troupes. Le président ukrainien Petro Poroshenko a proposé jusqu'au 27 juin un cessez-le-feu afin de permettre aux rebelles de déposer des armes, conformément au plan de paix en 14 points présenté vendredi. J'ai donné l'ordre à toutes les unités militaires, à toutes les unités de la garde nationale, aux unités de la police et les unités de défense des gardes-frontières de cesser le feu. J'espère sincèrement que cet ordre sera entendu et pris en charge par toutes les parties du conflit, par tous ceux qui détiennent des armes. J'espère que cette chance historique de restaurer la paix sera utilisée. La main tendue de Poroshenko est considérée par la Russie et les pro-russes comme un ultimatum inacceptable adressé aux insurgés du sud-est ukrainien. Sa proposition est rejetée. Nous avons notre République indépendante. Nous avons organisé des élections législatives et présidentielles. Je ne peux pas imaginer ce que Poroshenko veut faire ici. Personne ne va déposer les armes alors que les mercenaires ukrainiens continuent de nous tirer dessus et détruisent nos installations. Pour l'instant, on est loin d'une détente. Samedi, des combats ont été signalés dans l'est du pays entre gardes-frontières ukrainiens et insurgés pro-russes. Le ministre ukrainien de la Défense a affirmé avoir repris le contrôle de l'ensemble de la frontière russo-ukrainienne par laquelle transitent des renforts en direction des séparatistes. Selon les dernières informations reçues, 10 véhicules Grad MB-21 ont franchi la frontière de l'Ukraine et sont actuellement sur le territoire de l'Ukraine. Nous avons détruit et capturé un véhicule. Nous avons la preuve que ce véhicule appartient à la 18e division d'infanterie russe motorisée de Tchétchénie.
L'armée russe est en état d'alerte maximale. Les présidents français et américains ont appelé Vladimir Poutine, lui demandant d'empêcher le transfert de matériel militaire en Ukraine. Faute de progrès dans l'offre de cessez-le-feu, ils ont une nouvelle fois brandi la menace de nouvelles sanctions contre la Russie. Voilà, et puis du sport pour terminer avec les équipes africaines qui redressent le buste à ce mondial 2014. Le Nigeria qui a battu hier la Bosnie-Herzégovine par un score de 1-0. Le Ghana qui, lui, a tout simplement tenu tête à l'Allemagne sur un nul, 2 buts partout. Et puis hier également, l'Argentine s'est qualifiée pour le 8e de finale en battant l'Iran par 1-0. À suivre également ce soir, Belgique-Russie, Corée du Sud, Algérie et États-Unis, Portugal. Merci de nous avoir suivis.